Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle session d'actualité sur Maïcha Télévision. Nous ouvrons ce bulletin au Tchad. Le président Idriss Déby aurait-il échappé à un coup d'État? L'information aurait été rendue publique hier par le gouvernement tchadien. Au nombre des auteurs figurait Hassan Silla Bakari, député de l'opposition tchadienne. Les détails dans ce reportage. Cette tentative de coup d'État, le gouvernement tchadien s'y était préparé. D'après N'Djamena, les forces de sécurité du pays étaient sur les traces des dissidents depuis décembre 2012. Ce jour, 1er mai 2013, un groupuscule d'individus mal intentionnés a cherché à mener une action de déstabilisation contre les institutions de la République. Plusieurs personnes auraient été arrêtées dans la capitale, des militaires et des civils. Un député de l'opposition, Saleh Maki, est aussi entre les mains des forces de sécurité. Son épouse a été témoin de son arrestation. Elle réfute toute accusation. Il m'a appelé pour me dire que voilà, on vient m'arrêter ici, dehors, devant la maison. Il y avait plein de policiers avec des véhicules. Ils sont rentrés dans la cour et puis ils l'ont amené avec lui. Mais moi, je ne suis pas inquiète. Je ne suis pas inquiète pour lui parce que je sais qu'il n'est pas... Il n'est pas quelqu'un qui peut faire du mal à une personne. La coalition rebelle tchadienne UFR, qui avait déposé les armes en 2010, a aussi averti en mars qu'elle allait reprendre les hostilités, faute de réelles négociations avec le pouvoir. Le pays n'en est pas à sa première tentative de coup d'État. Le président actuel, Idriss Déby, avait lui pris le pouvoir en marchant sur N'Djamena en 1990. Mais pour les autorités tchadiennes, il faut regarder du côté de la Libye. Tripoli a été accusé d'héberger et d'entraîner des mercenaires tchadiens, des accusations réfutées par les autorités libyennes. Toute cette région de l'Afrique est en proie à l'instabilité. Le Tchad, comme d'autres pays de la région, a envoyé des troupes au Mali pour combattre la rébellion islamiste dans le nord du pays. En mars, des soldats tchadiens auraient tué Mokhtar Belmokhtar. Cet ancien chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique avait revendiqué la prise d'otage d'In Amenas en Algérie. Le réseau Paix et Sécurité des femmes de la CEDEAO ont tenu une rencontre de 2 jours en Guinée-Conakry. Au cœur des échanges, la protection et la promotion des droits de femmes en temps de guerre. Je dis bien, les femmes ont été particulièrement touchées par ces conflits, parce que victimes de violences sexuelles, de violences collectives, d'exploitation sexuelle, de tout ça issu de viol. Le sketch est celui du Respect FECO, réseau paix et sécurité des femmes de la CEDEAO. Préoccupée par la discrimination et les violences faites aux femmes, cette organisation sous-régionale se dote d'un nouveau manuel simplifié, un document de stratégie qui s'inspire de la résolution 1325 du système des Nations Unies sur la protection et la promotion des droits de la femme. Nous avons désormais en Guinée un kit nouveau, soigneusement et judicieusement élaboré par le Respect FECO Guinée, pour nous aider à être plus efficaces dans nos différentes interventions sur le terrain, relatives désormais aux 4 P, que sont la protection des femmes, la prévention, la participation et enfin la poursuite pénale des auteurs de violences faites aux femmes. Cette journée de lancement suivait de l'atelier de renforcement de capacité sur la résolution 1325 et connexe du Conseil de sécurité des Nations Unies sur femmes, paix et sécurité, s'inscrit dans la mise en œuvre de notre projet intitulé « Promotion des droits fondamentaux, de la protection des groupes et des citoyens exposés à la discrimination, jeunes filles, femmes ». Ce projet répond au souci du Respect FECO Guinée d'optimiser et d'améliorer les rôles et initiatives des femmes dans la prévention des conflits, le maintien de la paix, les opérations de reconstruction post-conflit et la promotion des droits humains, particulièrement ceux des groupes vulnérables que sont les filles et les femmes. Une ambition soutenue par le gouvernement et le partenaire financier Osiwa Guinée. Pour nous à Osiwa, la protection des femmes et de leur participation aux instances de prise de décision est une question majeure. C'est pour cette raison que nous apportons notre appui à d'autres organisations de femmes basées à Conakry afin d'accroître la participation des femmes aux instances de prise de décision et particulièrement pour le respect du quota de 30% aux prochaines élections législatives. Le thème qui nous réunit aujourd'hui et qui a trait à la validation d'un document simplifié relatif à la 1325 ne peut que réjouir notre ministère. La mission première du département en charge des questions des femmes, des enfants, des personnes âgées, des personnes handicapées est de veiller au respect
des droits vis-à-vis de ces couches vulnérables. Durant 2 jours, le réseau Paix et Sécurité des femmes de la CEDEAO a tenté de vulgariser ce nouveau document, un bréviaire pour le réseau dans son combat pour l'équité, mais aussi sa volonté de maintenir la stabilité dans une sous-région minée par des crises politiques et dont les femmes sont souvent les premières victimes. Le 1er mai est une journée officiellement fériée pour les travailleurs. Mais il y en a qui n'ont guère profité donc de ce repos. Ils doivent au quotidien honorer cet engagement ou rechercher leur pitance. Compte rendu. Pendant que certains sont au repos, d'autres sont au travail. Cette journée du 1er mai, chômée et payée, ne concerne donc pas tout le monde. C'est un jour comme les autres pour nous les commerçants. Nous nous battons pour trouver nos propres ressources, qu'importe le jour. Marché Sandaga, on est loin de l'ambiance habituelle. Si certains grands commerçants ont fermé boutique, aujourd'hui la plupart travaillent et se sont obligés de le faire. On n'a pas de fête, parce que nous, on est des marchands ambulants indépendants. Nous, on vit de jour au jour, quoi. Nous, on ne travaille pas pour la banque, c'est pour la marmite, quoi. Ces marchands guetteront longtemps le premier client, ces taximans aussi, car aujourd'hui, tout semble très calme. Et dans un monde d'interdépendance, quand une partie de la population se repose, d'autres catégories sociales peuvent en faire les frais. Ça marche vraiment pas aujourd'hui. Ce sont les salariés qui prennent des taxis. S'ils ne travaillent pas, nous le ressentons. Tous ceux qui travaillent pour leur propre compte ont la latitude d'observer ou non cette journée sans travail. Menuisiers, maçons, boutiquiers, restaurateurs. Si je ne travaille pas, beaucoup de mes clients ne vont pas manger. Les personnes ont besoin de se nourrir, mais aussi d'entretenir leur état de santé au quotidien, raison pour laquelle l'ensemble du personnel médical ne peut être au repos. Quel que soit l'événement, il y a toujours une équipe qui est de garde ou de permanence. Et donc, il y a la permanence qui est là, plus moi, qui suis le responsable. Donc, on est obligé de travailler pour évacuer les urgences. Autre secteur important, les médias. Si les journaux ne sont pas parus aujourd'hui, le personnel de télévision et de radio travaille, ne serait-ce que pour relayer les doléances des syndicats. C'est une fête où on doit se reposer en principe, mais on travaille. Cette année, chaque centrale n'est pas allée de son côté. Ils ont fait beaucoup de regroupements et ils nous ont, en faisant cela, elles nous ont facilité la tâche. Cette fête du 1er mai est donc appréciée de diverses manières. Célébrée officiellement à partir de 1941, la fête du travail tire ses origines de la grève des ouvriers américains qui réclamaient plus de souplesse dans les horaires de travail. À présent, nous allons en Côte d'Ivoire rejoindre Angère Mognani pour un état des lieux de la situation des femmes. À première vue, il est question de disparité. Ici, la situation de la femme ivoirienne qui travaille n'est guère différente de celle des autres femmes sur notre continent. Sur environ 220 000 fonctionnaires, les femmes ne représentent que 20 à 30%, ce qui n'est pas forcément meilleur ailleurs qu'ici. D'un point de vue salarial, il existe aussi des disparités. Une femme qui a le même diplôme, la même expérience professionnelle ne touche pas forcément le même salaire que son collègue homme. Et ces inégalités persistent depuis les années 60, elles ont été héritées de la colonisation. Mais les choses ici devraient évoluer dans le bon sens avec l'application d'une nouvelle loi sur le mariage, une loi très controversée ici qui fait de la femme devant la loi l'égale de l'homme en ce sens qu'elle a maintenant un statut de chef de famille. Du coup, les salaires devraient également évoluer, mais on n'en est pas encore là. Et ce qui serait intéressant, c'est l'effectivité de l'application de cette loi et surtout ses conséquences sur l'organisation et la gestion au quotidien de la nouvelle famille ivoirienne. Ici comme partout ailleurs en Afrique, le statut professionnel de la femme est forcément tributaire de son statut social et c'est à cette autre question existentielle que nos États devraient s'attaquer.
Merci beaucoup, Angère Mognani. Nous restons toujours en Côte d'Ivoire pour cette fois-ci vous dévoiler l'identité de l'homme le plus fort de la Côte d'Ivoire. Il s'appelle Chaka Zulu. Il est passé du statut de loupard à celui d'athlète en passant les différends d'une compétition qu'il avait mise aux prises avec d'autres gros bras. Il n'en restera plus qu'un. Voici les finalistes de la première compétition de l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Ici, on les appelle habituellement les gros bras ou les loupards, mais aujourd'hui, ce sont des athlètes formés pour devenir des sportifs. Il a fallu que je les forme techniquement. J'ai fait venir même récemment un expert en sport de force. Et ensuite, il a fallu construire le matériel. C'est un matériel qui obéit totalement aux codes, aux dimensions du matériel international. 6 épreuves au total, ici les cuisses de Jupiter. Les athlètes doivent soulever autant de fois que possible dans un temps déterminé une charrette de 600 kilos pour le plus grand plaisir du public. Je supporte mon mari. Oui, je veux qu'il gagne. Je t'aime beaucoup, je t'aime fort. Oh, ils sont très formidables, très performants. Parce que c'est pas du jeu. C'est pas du jeu, c'est des kilos qui sont là. Voilà, c'est des charges. Après 6 heures de compétition, la dernière épreuve, les boules de l'Atlas, un classique international des jeux de force. Chaka Zulu, 1m95 et 120 kg, le grand favori de la compétition, prend alors un avantage décisif avant d'être proclamé, quelques minutes plus tard, l'homme le plus fort de Côte d'Ivoire. Grâce au travail. C'est pas que tu restes à la maison pour venir, que tu es gros bras et tu vas devenir champion. C'est le travail. Pour le vainqueur, de nombreux prix, dont une voiture et le prestige de détenir le titre pour les 12 mois à venir. Voilà ce qui met fin à cette édition. Ce fut un plaisir de vous le présenter. Restez connectés sur Melcha Télévision.